Bienvenue dans le podcast de l'innovation publique du département de la Réunion. Depuis 25 ans, la question de la modernisation des services fait plancher les services d'État et les collectivités territoriales. Plus simple, plus proche, plus accessible, l'administration publique se transforme en service public avec des dispositifs adaptés pour accompagner les moments de vie des usagers. Les bénéfices sont nombreux, à la fois pour les usagers, mais aussi pour les agents. Aujourd'hui, la question de l'innovation dans le service public apparaît comme essentielle. Quelle place occupe alors l'usager ? Simple expérimentateur ou co-développeur ? Car il ne s'agit plus seulement de mieux connaître les besoins et les attentes des usagers, mais de faire de leur participation un véritable levier d'innovation et donc de les faire participer à des processus de décision dont ils ont été jusque-là exclus, et cela à travers des approches collaboratives. Notre sujet ce jour est celui de l'expérience usagée au cœur de l'action publique régénérative. Tel est le titre de notre première table ronde. Et pour évoquer la place de l'usager dans l'innovation publique, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Cuic, Mylène Consalves et Stéphane Vincent. Alors, mettre l'usager au centre, miser sur l'intelligence collective, sur le design de service, etc. Est-ce que c'est un pari gagnant ? Je pense que c'est même plus un pari, je crois que c'est une urgence parce qu'on a effectivement des structures qui s'interrogent, qui sont au plus haut sommet de nos institutions dans ce type de démarche. Donc je crois que c'est vraiment à prendre en compte. Le Conseil d'État vient de publier son rapport annuel qui, pour la première fois, est basé sur l'expérience usagée. Parle d'innovation et de changer et de transformer la façon dont nous, agents publics, on interagit dans nos environnements, dans nos directions, dans nos collectivités ou dans nos ministères. Enfin, on voit bien qu'il y a aussi des usagers silencieux et pourtant c'est ceux parfois qui ont le plus de difficultés d'accès à nos services. Qu'est-ce que le design de service ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça apporte de mettre l'usager au centre ? Une des motivations qui a œuvré à la création de la 27e région, c'était aussi de mettre en place un certain nombre d'outils pour comprendre pourquoi des politiques publiques, pourtant destinées à des bénéficiaires, ne sont pas utilisées par ceux-ci ou leur semblent pas adaptées à leurs problèmes, etc. Donc c'est aussi affronter la réalité du dysfonctionnement des politiques publiques, problème de non-recours ou de mésusage des politiques publiques. Et c'est un des sujets qui a préfiguré, qui a donné envie à pas mal d'acteurs d'essayer de mobiliser des méthodes venues des sciences humaines et sociales, mais aussi en effet du design. Design de services appliqué au secteur public, c'est une histoire qui a en Europe et dans le monde une vingtaine d'années, on va dire. Mais il s'est produit plusieurs ruptures dans ce secteur, en 75 notamment, designer philosophe Victor Papanek, qui est un designer argentin, qui a provoqué une sorte de rupture ou de débat dans le milieu du design en disant, nous, designers, on doit décider si on veut améliorer des objets inutiles ou bien si on veut améliorer des sujets d'intérêt général. On doit un peu décider où on est. Dès lors, pas mal de designers, notamment dans le milieu anglo-saxon, dans les pays scandinaves, en Angleterre, ont essayé d'appliquer les démarches de design, donc ce sont des démarches de conception créative, qui ont avec elles un certain nombre de bagages qui viennent des sciences humaines et sociales, ont décidé de l'appliquer à des sujets d'intérêt général. Le travail de ces designers, ensemble de pratiques dans lequel effectivement les designers sont souvent décrits comme les avocats des usagers. Les designers sont peut-être plus que la moyenne, savent produire des formes, savent produire des représentations qui permettent de rendre simple et accessible des problèmes complexes. C'est des gens qui savent aussi réaliser des tests. Donc voilà, ce sont des gens qui sont des spécialistes de la conception créative et qui ont des méthodes pour mettre ça en œuvre. Justement, comment est-ce qu'ils œuvrent pour comprendre les besoins, les problématiques des citoyens, des usagers, sans, je dirais, projeter leur propre expérience ? Ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, les designers sont d'abord des enquêteurs. Là, les designers de service, c'est plutôt des gens qui utilisent des méthodes sociologiques. Et donc, ce sont des gens, par exemple, qui utilisent énormément les méthodes d'enquête. Il veut pas uniquement savoir ce que les gens pensent, il veut savoir ce que les gens font vraiment. Et il va regarder les choses sous 3 angles, très souvent, les usages, les mésusages, quels usages les gens font d'un dispositif mais qui n'était pas prévu, et les non-usages, c'est-à-dire pourquoi un bon designer, il va aller essayer d'interviewer aussi les non-utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui devraient normalement utiliser un dispositif mais qui ne s'en servent pas. Un truc qu'utilisent les designers, c'est d'aller voir les utilisateurs extrêmes. Et c'est plutôt aller chercher une grande diversité de situations. Mylène, au département, comment vous avez procédé pour sélectionner les projets sur lesquels vous avez innové, vous avez cherché à mettre l'usager au centre ?
Au départ, j'avais interrogé différents directeurs généraux adjoints pour savoir quels étaient les projets pour lesquels ils pensaient possible d'introduire des méthodes expérimentales. Alors, il y a plusieurs projets qui avaient été proposés. Finalement, on a retenu ce projet qui était l'accueil dans les maisons départementales. On a déroulé dans toute la démarche, c'est-à-dire à la fois sur la partie enquête dont parlait Stéphane, enquête approfondie, immersion, observation, participants. Mais on n'a pas interrogé que les usagers, on a interrogé aussi tous ceux qui contribuent au service public. Donc en fait, c'est vraiment géré de fil en aiguille et aussi parce qu'à un moment donné, on a communiqué sur ce qui a été fait, ça a entraîné de nouvelles propositions et aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire au fil de l'eau, au fur et à mesure des sollicitations. On n'en est pas encore refusé des projets, par exemple. Est-ce que vous avez eu des retours de la part d'usagers? On voit que ça a été bien accueilli par les agents, enfin demandé par les agents. Et est-ce que du côté des partenaires ou des citoyens, des usagers, il y a eu des retours sur certaines de ces expérimentations? Hier, ça a fait l'objet d'un certain nombre d'itérations pour arriver à une version qui conviennent aux usagers, c'est que toute cette phase d'expérimentation se passe relativement bien avec des gens contents, mais c'est beaucoup plus difficile quand même de pérenniser, de déployer, généraliser sur du long terme. Est-ce que pour accompagner l'innovation publique, il faut aussi innover dans le management? Moi, c'est mon cœur de sujet, c'est l'agent et mon usager et l'usager de nos services et de nos financements en fait. Donc, l'innovation managériale, elle est forcément le cœur de tous les sujets parce que ces agents qui portaient, ils ont dû aller voir leur manager et puis faire bouger les lignes. Et parfois, le plus dur, c'est d'en parler, c'est de trouver les mots pour convaincre aussi que ce projet-là, il va apporter un vrai bénéfice. Quelles sont les clés que vous donneriez, quelles sont les recommandations que vous donneriez à une collectivité, par exemple, qui souhaiterait pérenniser, se dire que le premier pari était gagnant, et se dire on peut aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? De la part des innovateurs publics, des gens en charge de ces dispositifs, une partie importante de leur rôle, c'est pas seulement de déployer des méthodes ou des outils, c'est de construire les prérequis pour que ces outils et ces méthodes se déploient si possible sur la durée. Nous, on pense qu'il y a vraiment des moments où il faut refuser des projets d'innovation parce que ça va aggraver les choses. Lorsqu'on a une représentation systémique de l'innovation, c'est fort bien que l'intervention qui se veut la plus positive, pleine de bonnes intentions, si elle n'est pas déployée dans les bonnes conditions au bon moment avec les bonnes personnes, elle peut aggraver des situations. Nous, le type de conditions qu'on propose aux innovateurs publics de négocier, mais c'est si vous prétendez faire de l'innovation orientée usager, vérifiez quand même que les gens sont d'accord pour qu'on travaille avec les usagers et que les gens sont d'accord et à l'aise avec le fait qu'on va travailler, qu'il vaut peut-être mieux reculer un projet. Il faut quand même que ça soit une condition préalable, qu'on puisse travailler avec les usagers. Ce qui nous intéresse, au-delà des usagers, c'est de caractériser les usages qui sont faits des dispositifs qui ont été faits pour les gens. Autre chose à vérifier, mais le plus dur, comme l'a dit Mylène, c'est après. Comment on s'assure jamais dès le début des marges de manœuvre pour après? C'est pas compliqué de poser la question aux partenaires, de dire, écoutez, voilà, on va lancer une démarche de co-conception et de design sur tel projet. Est-ce que vous pouvez nous donner des indices, des garanties, des informations sur les budgets qui sont disponibles après coup? On va pouvoir investir dans les solutions qu'on aura trouvées avec les usagers. Est-ce qu'on peut fixer ensemble des indicateurs de succès? Est-ce qu'on est d'accord qu'on pourra inviter et faire travailler dans notre session des gens d'autres directions? Et en fonction des réponses qu'on obtient à ces questions au préalable, on voit bien de quelle marge de manœuvre on va réellement pouvoir disposer, quoi. Peut-être que certains, les réponses vont être ambiguës, mais à d'autres moments, les gens vont vraiment vous répondre et prendre ça au sérieux, quoi. Et ainsi, vous dresserez un cadre, vous créerez un cadre beaucoup plus propice aux expérimentations. La question de l'après, vous l'aurez posée dès le début. Et certaines fois, ça peut alerter réellement les gens sur le fait que attendez, on va pas embarquer des gens dans un exercice de co-conception qui va durer 3 ou 4 mois si on n'est pas certain qu'on va pouvoir des marges de manœuvre qu'on va avoir derrière. L'innovation publique, c'est pas des gentils trucs. Si on veut créer des vrais changements, ça va créer aussi des vrais frottements. C'est-à-dire que ça va pas être simple. En général, quand tout se passe trop bien, c'est que ça va pas vraiment innover en fait. Merci Stéphane, merci Mylène, merci Hélène, merci à tous.